et bienvenue dans le ventre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous retrouve aujourd'hui ce dimanche 18 mai pour le début de la deuxième partie du vlog de lecture du mois de mai. Je ne vais pas faire de grande introduction et je vais passer directement au livre dont j'ai envie de vous parler. J'ai donc commencé Résister de Salomé Saké, qui est une journaliste dont la réputation n'est plus à faire. Elle est très engagée et aussi très lettrée, mais très accessible dans sa façon de parler et de communiquer. Elle a écrit donc ce tout petit essai sur l'avancée ou la montée au pouvoir de l'extrême droite. Elle commence par une définition de l'extrême droite, de toutes les choses qui ont été faites et dites déjà dans l'histoire. Et c'est bluffant. C'est bluffant parce que certes, moi je ne suis personnellement, sans rentrer dans des grands débats politiques, je ne suis pas fan de l'extrême droite, mais un côté de moi aurait pu dire c'est subjectif, voilà. Maintenant, j'ai des faits en plus qui me font appuyer mon argument contre cet aspect-là de la politique ou cette branche-là de la politique. Et je disais que c'est bluffant, c'est aussi très flippant. C'est flippant parce que en effet, on ressent, je dis on, mais en fait c'est vrai que moi je ressens au jour le jour cette montée en puissance de l'extrême droite, non seulement politiquement parlant avec les médias et tout ça, mais socialement parlant autour de moi, certains commentaires que j'entends, certaines réactions, certaines observations qui sont particulièrement haineuses et qui moi me choquent. J'en vois, j'en entends de plus en plus autour de moi et moi ça m'inquiète pour notre avenir, ça m'inquiète pour mon avenir aussi, soyons égoïstes de temps en temps, parce que moi en tant que femme, avec le chemin que les femmes ont parcouru et encore n'ont pas encore fini de parcourir, puisqu'il y a encore tellement d'inégalités de nos jours vis-à-vis des hommes et des femmes. Moi j'ai peur qu'on régresse, que tous les droits que moi j'ai me soient retirés. C'est flippant et c'est important d'y réfléchir. C'est important aussi d'être conscient de ce fait de politique qui évolue. Je pense que c'est aussi important de comprendre pourquoi l'extrême droite a de plus en plus de pouvoir dans de nos jours. Qu'est-ce qui pousse les gens à voter plus extrémistes, on va dire, pas on va dire, extrémistes carrément, être plus nationaliste, être plus d'un patriotisme exagéré et néfaste. Très clairement, je n'en parle pas aussi bien que Salomé Saké. Je n'ai toujours pas terminé le livre, mais j'ai vraiment hâte de me replonger dedans dès que j'aurai fini de filmer cette petite vidéo. Je surligne évidemment plein de passages. Je pense que ce sera un livre à garder et à relire régulièrement. En parallèle, et je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber, j'écoute du coup Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. J'en suis, je crois qu'on va commencer le chapitre 8 sur 57, donc c'est une pavasse. N'empêche que c'est extrêmement bien narré par Philippe Sollier. Je disais que j'allais vous le dire la vidéo suivante, effectivement je vous le dis. C'est Philippe Sollier qui narre les romans
enfin les livres de Yuval Noah Harari, et c'est une voix qui est absolument géniale pour conter ce genre d'histoire. Je l'imagine conter des histoires fictionnelles aussi, mais effectivement il est excellent pour les livres de Yuval Noah Harari parce qu'il est posé, il met des moments de silence et de questionnement pour les lecteurs exactement aux bons endroits, et déjà le texte à la base est excellent puisqu'il nous parle de plusieurs théories d'évolution de l'humanité, de pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Par exemple, dans le dernier chapitre, il était question de ces tendances humaines que l'on a à se goinfrer de quelque chose de super calorique alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ce sont des réactions génétiques qui sont inscrites en nous depuis déjà la période chasseur-cueilleur, puisque à l'époque on n'avait pas accès à des fruits bien juteux et sucrés tous les jours, ni peut-être toutes les semaines, ni peut-être même tous les mois. Donc la solution quand on en voyait à l'époque, c'était on en mange le plus possible pour prendre toutes ces calories qui nous sont nécessaires, enfin qui étaient nécessaires aux forageurs, aux chasseurs-cueilleurs. Et le problème, c'est que l'évolution humaine a été beaucoup plus rapide que l'évolution éventuelle génétique de certains réflexes, de certaines habitudes, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, je conseille la lecture de ce livre, même si je n'en suis pas arrivée à la fin. Déjà, le début vaut le coup. Je vous reprends un peu plus tard dans la journée parce que j'ai terminé Résister. Et je veux absolument réitérer mon opinion que c'est une lecture absolument essentielle. Elle relate tous les problèmes auxquels notre démocratie est en train de faire face. Elle parle aussi du pouvoir absolument aberrant qu'ont les médias maintenant, qu'ont les médias, et le fait que beaucoup de médias sont achetés par, et donc appartiennent à des personnes soutenant l'extrême droite. Du coup, l'information qui est passée à partir de ces médias-là est absolument biaisée. Et c'est assez... D'ailleurs, il y a une liste de ces médias et de certains magazines, de certaines chaînes, et du coup, moi, ça me fait tout de suite... Ah non, ça... Enfin, pas que j'achetais des magazines, mais ça m'enlève toute envie de le faire à l'avenir de toute manière. Comme je le disais quelques minutes avant, enfin quelques heures avant pour moi, quelques minutes pour vous, je n'en parle pas assez bien. Je veux en tout cas m'informer plus sur la politique, sur l'actualité, sur tous ces problèmes. Surtout parce que j'en suis une des principales concernées en tant que femme en plus de cette montée du pouvoir de l'extrême droite. Mais nous sommes tous concernés. Salomé Saké l'explique très bien. Donc, petite lecture essentielle qui ne vous prend pas beaucoup de temps mais qui change votre vie. Puisque nous parlons d'extrême droite et tout ce qu'elle n'aime pas, notamment la migration de réfugiés. Je continue donc ma lecture de mai avec Une soupe à la grenade de Marsha Mehran, qui traite de l'histoire de 3 jeunes sœurs qui fuient l'Iran au moment de la Révolution et trouvent refuge en Irlande dans un petit village dans lequel elles ne sont pas vraiment accueillies à bras ouverts, mais dans lequel elles vont aussi apprendre à apprivoiser les gens grâce à leur cuisine, aux arômes de leur pays. Et je sens que ça va être une histoire doudou, tout en étant profonde et avec plein de messages positifs. J'ai hâte de me plonger dans ce roman.
coup, je voulais vous reprendre en ce lundi 19 mai pour vous parler d'une soupe à la grenade. J'ai commencé la lecture hier autour de 18 h et j'en suis déjà pratiquement à la moitié. Ça se lit très très bien. Au début de chaque chapitre, il y a une recette perse, ce que je trouve génial, ça me donne trop envie de cuisiner. La description aussi de la nourriture, de tout ce qui est cette identité culturelle en passant par la nourriture est très présente dans ce livre. On commence à deviner qu'il y a certains traumatismes dans la famille, enfin de ces trois sœurs, puisqu'elles ont quitté la révolution en Iran. Donc évidemment, il y a des choses pas nettes qui se sont passées quand elles étaient encore là-bas. Pour l'instant, dans ce roman, il y a un gros côté clash de culture. Si on oublie le prologue, le roman commence avec les souvenirs de Marjane, qui est la sœur aînée, et elle se souvient du jardin de la maison de son enfance à Téhéran. Et c'est paradisiaque, c'est magique, c'est coloré, il y a tout ce côté chaleureux qui est retranscrit dès les premières pages. Et ensuite, on se retrouve en Irlande. Une Irlande pluvieuse, grise, froide. Et déjà là, il y a cette grande coupure au niveau de la culture, parce que déjà le climat fait que les gens peuvent être très différents les uns des autres. Il y a un côté qui peut gêner, qui me gêne parfois aussi par rapport à la description des personnages. Les personnages sont décrits selon ce climat, ce qui est attendu un peu de ce genre de personnes qui vivent sous la pluie. Donc il y a des descriptions peu positives par rapport à ces gens-là. Soit ils sont un peu sur le large, et décrits un peu à la mode de mou, moche et méchant, quoi. Ou ils sont minces, mais même pas minces, c'est squelettique et aigri. Et il n'y a que les trois sœurs qui, à part la plus jeune Leila, où on décrit son côté svelte, on parle aussi un peu de la couleur de leur peau, qui selon les sœurs est légèrement différente, et de leurs cheveux. Mais sinon on ne parle pas de quel aspect physique par rapport à leur forme elles ont. C'est un peu comme si elles étaient parfaites, elles étaient dans la norme, elles étaient bien. Et tous les autres sont aigris ou méchants ou obèses. Et c'est un peu gênant. Pour le reste, le Babylon Café, qui est le café que les trois sœurs ouvrent après avoir vécu à Londres en s'enfuyant de l'Iran, au début n'a pas beaucoup de succès, mais au fur et à mesure il y a des clients qui viennent, et assez régulièrement, et qui sont complètement en pâmoison devant ces saveurs, on dira tropicales, orientales, qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils n'arrêtent pas de décrire qu'il y a toujours viande et choux cuits dans leur quotidien, alors que franchement j'étais en Irlande, il n'y a pas que ça. Effectivement la cuisine n'est pas super variée, mais elle est aussi très bonne. N'empêche que je peux comprendre que ce côté de saveur d'épices et tout ça surprenne et fasse rêver. Donc pour l'instant, comme je le disais, c'est une lecture simple, rapide et agréable, très cocooning et très gourmande dans sa façon de décrire la nourriture, et je passe un très bon moment. Coucou, nous sommes le mardi 20 mai et j'ai terminé une soupe à la grenade de Marjane Meran qui a été une très bonne lecture. On découvre dans la deuxième partie du roman un peu plus sur la sœur du milieu. Résumé, donc les trois sœurs, il y a Marjane l'aînée qui est très douée pour la cuisine, et c'est elle qui a l'idée d'ouvrir ce Babylon Café dans cette ville en Irlande. Et tout son objectif de vie, non seulement c'est d'ouvrir ce restaurant, mais de protéger ses sœurs. Nous avons la plus jeune, Leila, qui est une adolescente qui va au lycée, qui tombe amoureuse et qui est apparemment belle à tomber. Tout ça, qui forcément pousse ses sœurs aînées à vouloir la protéger encore plus, ce qui est compréhensible hein, dans ce monde
non-vie. Et nous avons la sœur du milieu, Bahar. Bahar, comme son nom l'indique, est né le premier jour de printemps, donc l'équinoxe du printemps, qui dans le folklore iranien, on va dire, est connue comme étant une date de changement, de début. C'est une date qui peut porter bonheur, mais aussi malheur, on va dire. Donc si les choses se passent mal en cette date-là, enfin c'est pas cool quoi. Et Bahar au début c'est celle qui est la plus silencieuse, c'est celle qui aide sa sœur aînée, mais qui aussi protège un peu comme une mère poule la plus jeune en disant qu'elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de voir ce garçon irlandais, enfin tout un tas de trucs. Et on ne comprend pas d'où vient toute cette rage, et dans la deuxième partie on comprend pourquoi Bahar est comme ça. Et c'est dur, mais en même temps c'est écrit de manière à ce qu'on sente la guérison de ces 3 jeunes sœurs. La guérison aussi, en quelque sorte, de cette petite ville où elles ont choisi d'établir leur Babylon Café. Et même si des passages sont durs par rapport à des souvenirs du passé, c'est abordé de manière très soft et agréable à lire. J'ai entamé aujourd'hui le premier tome de Kira Stormrider de Jupiter Phaéton. Et comment vous dire, j'en suis déjà à la moitié, et il est midi. Ça se lit hyper facilement, hyper vite. On a envie de continuer sans arrêt, de passer au chapitre suivant, parce qu'à chaque fois, Jupiter Phaéton est très douée pour ça, elle termine un chapitre par une affirmation importante, et on se dit « Ah mais c'est quoi la suite de ça ?» Ou alors, il y a un coup de poing dans la figure, et plus rien. Du coup, forcément qu'on veut voir la suite pour voir qui a gagné dans cette bagarre. Bref, elle est très douée pour ça. Elle est aussi très douée pour des personnages qui sont attachants, complexes, même s'il y a certains personnages qui sont clichés dans leur genre, comme la grande méchante, blonde avec une tresse, avec maquillage, machin. Elle est méchante, c'est une peste, voilà, c'est un cliché. D'un autre côté, on adore la détester, cette Meghan. Donc le cliché à la limite, on s'en fout puisque on aime bien s'acharner sur ce personnage. Alors peut-être qu'il y aura une plus grande profondeur de ce personnage au fil des tomes, je ne sais pas. J'espère d'une certaine façon, parce que les humains ne sont pas que blancs ou noirs, il y a plusieurs nuances de couleurs entre les deux. Pour l'instant j'apprécie énormément la lecture. D'ailleurs, ça se voit à la vitesse à laquelle je lis ce truc, impressionnant. De quoi ça te parle? Ça parle de Kira, qui est une Shuna. Shuna, c'est j'ai pas envie de dire race, même si le terme est utilisé dans le livre à un moment donné, mais on va dire que c'est une communauté dans un pays qui est pas très accepté de la race supérieure, on va dire, voilà. Et elle fait partie de cette communauté qui est plutôt pauvre, mais grâce à ses talents, à ses études, elle a réussi à intégrer une académie prestigieuse dans la capitale qui s'appelle Améthyste, enfin l'académie s'appelle Améthyste. Et elle est boursière, c'est la seule boursière de sa communauté à intégrer cette école, en tout cas dans son année. Évidemment, elle est harcelée par toute la clique de Meghan et compagnie. Déjà le fait qu'elle veuille se lier à un dragon, puisque dans cette université, selon les spécialités, on peut être soldat, mais on peut aussi se lier à des créatures magiques. Sauf qu'elle, elle veut se lier à un dragon, sauf que les dragons, ils ont disparu. Il n'existe plus, le dernier dragon est mort 5 ans avant. Donc voilà, déjà elle se fait charrier pour ça. Tout un tas de trucs. Ça commence vraiment à s'activer au niveau du deuxième livre, de la deuxième moitié. Mais effectivement, le fait de suivre son quotidien à cette école, comment elle se lie d'amitié à 2 autres personnes, c'est intéressant.
même s'il n'y a pas une action de folie, franchement on se plonge bien dedans et on a envie d'y être. Et je pense que même si c'est pour l'instant le premier tome que j'ai lu de Jupiter Phaéton, je pense que c'est le talent de cette autrice, c'est de nous donner envie d'y être. Nous sommes le mercredi 21 mai et j'ai terminé déjà le tome 1 de Kira's Tomb Raider qui était l'Académie des Dragons de Jupiter Phaéton. Ça se dévore. Tout simplement, c'est vraiment, ça se dégomme en un rien de temps et pourtant ce sont environ 400 et quelques pages. Franchement, ça se lit super vite. Alors, est-ce de la grande littérature de fantasy? Non, il n'y a pas un vocabulaire super recherché. Il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, des enjeux politiques super complexes. Voilà, il y en a, mais ça reste dans le classique. Voilà, les personnages sont attachants, il y a de l'humour, il y a un peu d'action. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire, sans pour autant que ce soit un récit où il y a une grande complexité d'émotions, grand questionnement philosophique, politique, social, enfin si, social aussi, si, social, je me trompe. Je corrige là. Social, oui, puisqu'il s'agit, puisque le personnage principal vient d'une communauté qui est pratiquement détestée dans tout le royaume. Et du coup, effectivement, il y a des réflexions à ce niveau-là. Mais à part ça, ce n'est pas... On ne lit pas ce livre en attendant de la grande littérature. En revanche, c'est extrêmement divertissant, ça fait le travail. Et franchement, entre des essais un peu plus politiques ou des romans un peu plus complexes et forts en émotions, ça se lit très bien et je pense que je vais continuer la saga. En revanche, je ne vais pas la continuer tout de suite parce que sinon, je crois qu'il y en a 7-8 tomes. Sinon ça va être du Kira's Tomb Raider pendant un mois et je sens que même si c'est très divertissant, peut-être que 7 ou 8 tomes d'affilée ça sera un peu trop. Du coup ça se termine dans une sorte de cliffhanger où on aimerait bien savoir la suite mais pas trop fort, ce qui fait qu'on peut très bien faire une pause après le premier tome, ce qui est topissime. Je vais donc commencer en numérique le tome 1 des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. J'ai très hâte de me plonger dans cette saga parce que Lucie Allu en parle chaudement et en dit beaucoup de bien. Et en général, ce que Lucie Allu conseille, je l'aime bien. Enfin, quand je le lis, je l'aime bien et du coup, je vais me lancer dans cette saga. Coucou, nous sommes le vendredi 23 mai. Et l'update lecture que j'avais prévu est totalement différent. J'ai commencé hier les récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Et j'en suis arrivée au quart. Et puis j'ai fermé, enfin j'ai éteint ma liseuse pour faire d'autres trucs. Et je me rends compte que j'ai pas du tout envie de le reprendre. Du tout. Alors c'est pas que c'est mauvais, mais ça m'a pas branché et peut-être que c'est bien meilleur et que ça finira par me brancher au fil des pages, mais j'ai vraiment pas envie de m'y remettre et du coup j'ai décidé de pas m'y remettre du tout. Voilà, parce qu'il y a tellement de livres à découvrir, il y a tellement d'histoires merveilleuses à découvrir que si je bloque sur un truc juste parce que je me dis mais peut-être que ce sera bien et tout ça, et ben je perds un peu mon temps. Donc je sais que Chloé Chevalier a beaucoup de fans et je lui en souhaite toujours d'autant plus. Pour l'instant, je crois que c'est la seule chose que j'ai commencé à lire d'elle. Pour l'instant, ça m'a pas attiré plus que ça. Donc ça va être la fin de l'aventure pour ce début de saga abandonnée directement.
Voilà. Je poursuis lentement la lecture de Wild Witchcraft, mais c'est une lecture qui ne sera pas terminée en mai parce que ça c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme, puisque là on est arrivé à un moment où il y a la description de plantes. Voilà, les plantes, comment elles grandissent, quelles sont les conditions pour qu'elles grandissent. Le folklore derrière ces plantes, mais aussi l'aspect médicinal vérifié de ces plantes également par rapport aux relaxations, ce genre de choses. Ce que je trouve très intéressant, ça me donne envie d'avoir un jardin de plantes monumental. Ce qui ne sera pas encore le cas parce que mon jardin est tout petit. N'empêche que j'aime beaucoup cette lecture, même si elle se fait à toute petite dose. Je vais continuer la lecture audio de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et je pense que c'est ce qui va m'occuper principalement ces prochains jours, même dans le train en direction de Paris ce dimanche, et ce sera tout. J'amènerai ma liseuse effectivement avec moi au cas où, mais je n'ai pas activement prévu de lire des livres la semaine prochaine pour une raison très simple, je dois écrire. Vous connaissez très certainement la semaine à 1000 où il est question de lire 1000 pages en une semaine. J'avais extrêmement envie de le faire la semaine prochaine du coup, mais j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'avancer dans mes histoires, dans mes corrections, tout ça. Du coup, j'ai changé ce challenge et ce sera une semaine à 1000 version écriture. 1000 pages en une semaine, c'est énorme, surtout que 1000 pages pour un livre, c'est monstrueux. Mais 1000 mots en une semaine, c'est ridicule aussi parce que c'est trop peu. Du coup, j'ai décidé de faire une moyenne de 1000 mots par jour pour atteindre 7000 mots à la fin de la semaine. Une vidéo dédiée à ce défi d'écriture, mais cette vidéo ne sera pas postée sur YouTube, mais bien sur le compte Patreon. Si vous avez un compte Patreon, n'hésitez pas à aller le voir sur mon compte puisqu'il sera d'accès libre à tous les abonnés non payants. Voilà. Et si ça continue de vous intéresser, restez abonnés pour une vidéo mensuelle. Ce week-end est un peu différent de ce que j'avais prévu il y a plusieurs semaines de cela. Ce sont les Imaginales. J'avais prévu d'y aller en tant que lectrice, mais physiquement c'est pas au top niveau hanche et dos et tout ça. Oui, j'ai seulement 35 ans. Et du coup j'ai décidé d'abandonner cette idée d'aller aux Imaginales parce qu'il s'agit de beaucoup marcher à un rythme assez lent, de rester debout assez longtemps et ce sont toutes des activités qui ne me conviennent pas à mon mal. Marcher c'est bien mais à un rythme soutenu et rester debout longtemps c'est vraiment c'est l'enfer, c'est absolument l'enfer. Du coup je n'irai pas aux Imaginales mais je souhaite beaucoup de succès à toutes mes collègues autoristes auto-éditées. Et j'espère être aux Imaginales l'année prochaine, mais peut-être, qui sait, en tant qu'autrice et pas en tant que lectrice. Sur ce, comme j'ai pas prévu de nouvelles lectures pour ce mois de mai, pour les raisons mentionnées, je vais terminer cette vidéo de deuxième partie de vlog lecture de mai ici. Je suis encore dans le doute si ce format de vlog lecture est quelque chose qui me convient. C'est assez fatigant, on va dire. Peut-être que faire des bilans à la fin du mois avec quelques mots sur les livres qui m'ont plu ou pas et pourquoi serait beaucoup plus efficace. Mais dites-le moi en commentaire, ça m'aidera énormément à avancer par la suite sur cette chaîne. Alors, j'ai parlé de likes, j'ai parlé de commentaires. Il manque évidemment l'abonnement. Pour vous abonner, c'est un tout petit clic, ça ne prend pratiquement aucun temps de votre vie, hein. Et ça ne vous force pas à regarder toutes les vidéos que je poste. Vous les verrez arriver, mais si le concept de la vidéo ne vous plaît pas, vous n'êtes pas forcé de la regarder. Et moi, ça me fait des abonnés en plus. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end plein d'excellentes lectures et je vous souhaite à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!